Émilie se tenait devant la porte de la maison familiale, les clés tremblant dans sa main. Le vent froid de la campagne normande fouettait son visage. Mais ce n'était pas le froid qui la glaçait jusqu'aux os. Sa mère venait de lui annoncer, d'une voix sèche et sans appel, que la propriété ancestrale, cette vieille ferme aux murs de pierre chargée d'histoire, revenait à son frère cadet, Antoine, parce que, une femme comme toi ne saurait pas la gérer. Émilie sentit son monde s'effondrer. Elle avait toujours su que ses parents étaient conservateurs, attachés aux traditions catholiques profondément enracinées dans cette région de France. Mais cela, c'était une trahison pure, un rejet viscéral de qui elle était. Et toi? Tu peux rester dans la remise au fond du jardin? Si tu insistes pour rester près de nous, avait ajouté son père, les yeux fuyants, comme si prononcer ces mots le soulageait d'un poids. La remise? Cette cabane délabrée où l'on entreposait les outils rouillés et les vieux meubles? Émilie, à 32 ans, diplômée en littérature à la Sorbonne, professeure respectée à Paris, se voyait reléguée à un abri de jardin parce qu'elle aimait une femme. Sophie, sa compagne depuis 3 ans, l'attendait dans la voiture garée sur le chemin de terre. Elles étaient venues pour un week-end ordinaire, pour annoncer subtilement leur relation à la famille, espérant un miracle. Mais le miracle n'avait pas eu lieu. Au contraire, la confrontation avait éclaté comme une tempête imprévue. Tout avait commencé par un dîner tendu, où Émilie avait osé mentionner Sophie non plus comme une amie, mais comme sa partenaire. Les fourchettes avaient teinté contre les assiettes. Le silence s'était abattu, lourd et accusateur. Sa mère avait pâli. Son père avait rougi de colère. Et Antoine, assis en face, avait baissé les yeux, mal à l'aise mais silencieux. Émilie repensa à son enfance dans cette maison. Les rires autour de la table, les Noëls chaleureux, les étés à courir dans les champs. Elle avait toujours été la préférée. La brillante aînée qui excellait à l'école. Celle qui portait les espoirs de la famille. Mais tout cela s'était fissuré quand? À 25 ans. Elle avait compris sa sexualité. Elle l'avait cachée pendant des années. Par peur. Par amour pour ses parents. Et maintenant? Cette punition, déshéritée. Humiliée. Confinée à la remise comme une paria. En montant dans la voiture, Émilie claqua la porte plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Sophie posa une main sur son genou. Ses yeux verts remplis d'inquiétude. On s'en va. D'accord? On rentre à Paris. Mais Émilie secoua la tête. Non. Je ne partirai pas comme ça. Ils doivent comprendre ce qu'ils font. Sophie soupira, sachant que cette décision marquerait le début d'une bataille acharnée. Émilie n'était pas du genre à fuir, elle affrontait les tempêtes de front. Même si cela signifiait se briser contre les rochers. Le soir même, installée dans la remise avec un matelas gonflable et une lampe de poche, Émilie écrivit une lettre à ses parents. Les mots coulaient, chargés de douleur et de rage contenue. Elle leur rappelait les sacrifices qu'elle avait faits pour eux. Les années passées à les soutenir financièrement quand la ferme périclitait. Est-ce que mon amour pour Sophie efface tout cela? Demandait-elle. Mais au fond, elle savait que la réponse était oui. Pour eux. La société française, malgré ses lois progressistes sur le mariage pour tous, cachait encore des poches de conservatisme rural où l'homosexualité était vue comme une déviance. Une menace à l'ordre familial. Le lendemain matin, Antoine vint la voir. Il frappa timidement à la porte de la remise, tenant un plateau avec du café et des croissants. Émilie. Je suis désolé.
Je n'ai rien demandé. Elle le regarda. Ses yeux bleus identiques aux siens. Et sentit une pointe de trahison. Antoine, 28 ans, marié avec 2 enfants, incarnait l'idéal familial. Il n'avait pas protesté quand les parents avaient annoncé la décision. Tu aurais pu dire quelque chose? Répliqua T.L. froidement. Il baissa la tête. Ils sont vieux. Tu sais. Ils ont peur pour ton âme. Émilie rit amèrement. Mon âme? Et la tienne? Alors? Qui accepte cette injustice? La conversation tourna au vinaigre. Antoine défendit les parents, arguant que c'était leur droit de disposer de leurs biens comme ils l'entendaient. Émilie contre-attaqua, soulignant l'hypocrisie, leur père avait eu une liaison il y a des années. Mais cela avait été pardonné au nom de la famille. Pourquoi son amour à elle était-il impardonnable? Antoine partit fâché, laissant Émilie seule avec ses doutes. Était-elle trop dure? Devait-elle renoncer à Sophie pour regagner sa place? Non, se dit-elle. Mais le prix de sa fierté commençait à peser lourd. Sophie appela ce soir-là. Viens à Paris? S'il te plaît. On peut se battre d'ici. Émilie hésita. Partir signifierait abandonner la lutte? Mais rester la rongeait de l'intérieur. Elle décida de donner une semaine. Une semaine pour confronter? Pour dialoguer? Pour peut-être changer les cœurs. Mais au fond, elle pressentait que cette semaine la mènerait à des choix déchirants. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Émilie affronta sa mère lors d'une promenade dans le jardin. « Pourquoi me punir comme ça ?» demanda-t-elle. Sa mère, les lèvres pincées, répondit, « Parce que ce n'est pas naturel. Dieu ne l'accepte pas. » Émilie sentit les larmes monter. Elle avait lu des livres sur la théologie inclusive, sur des églises qui accueillaient les LGBT. Mais ici, dans cette petite ville normande, ses idées étaient étrangères. Puis vint le dîner familial forcé. Antoine et sa femme étaient là. Les enfants jouant innocemment. Émilie s'assit à table, refusant de manger dans la remise. La tension était palpable. Son père évitait son regard. Sa mère servait les plats en silence. Soudain, Émilie explosa. « Vous me traitez comme une criminelle parce que j'aime une femme. » Les mots résonnèrent. Antoine intervint. « Calme-toi. Émilie. Pense aux enfants. » Mais c'était trop tard. La famille se fissura un peu plus. À la fin de cette première semaine, Émilie se sentait épuisée, mais déterminée. Elle avait perdu du poids. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars. Sophie lui manquait terriblement. Pourtant, elle choisit de rester. Le vrai combat ne faisait que commencer. La deuxième semaine s'annonça plus rude. Émilie décida d'inviter Sophie à la ferme. Un acte de défi pur. Si vous voulez me rejeter, rejetez-nous ensemble, avait-elle dit à ses parents. Ils avaient refusé? Bien sûr. Mais Émilie insista. Sophie arriva un vendredi soir, sa valise à la main, son sourire forcé masquant l'appréhension. Elles s'installèrent dans la remise, transformant l'espace en un cocon précaire avec des couvertures et des bougies. La première confrontation eut lieu le lendemain. Sophie, avec sa grâce parisienne, ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules, tenta de charmer la famille. Elle parla de son travail en tant qu'avocate spécialisée en droits humains, de son engagement pour l'égalité. Mais les parents restèrent froids. « Ce n'est pas contre vous personnellement, » dit la mère à Sophie, « mais contre ce que vous représentez. » Sophie, habituée aux plaidoiries en cours,
répliqua calmement, ce que je représente, c'est l'amour. Et l'amour n'a pas de genre. Émilie sentit une fierté gonfler en elle. Mais aussi une peur, et si cela empirait tout? Antoine, de son côté, se montra plus ouvert. Il invita Sophie à une balade avec les enfants. Pendant que les petits ramassaient des pommes dans le verger, il confia, « Je ne comprends pas tout. Mais je vois qu'Émilie est heureuse avec toi. » Sophie hocha la tête. C'est tout ce qui compte. Non. Mais Antoine avoua son dilemme, accepter signifiait défier les parents. Risquer de perdre l'héritage qu'il n'avait pas demandé mais qu'il convoitait pour sa famille. Émilie, cachée derrière un arbre, entendit tout. Une nouvelle trahison? Son frère pesait son amour contre des pierres et des terres. Le soir, un orage éclata. Miroir de la tempête intérieure. Assises dans la remise, Émilie et Sophie parlèrent des heures. Et si on partait, suggéra Sophie. On pourrait se marier? Adopter des enfants un jour. Émilie imagina cela, une vie libre à Paris. Loin des jugements. Mais renoncer à sa famille? C'était comme arracher une partie d'elle-même. Je ne peux pas les laisser gagner? Murmura-t-elle. Sophie l'embrassa doucement sur le front. Gagner quoi? Ta liberté est déjà à toi. Le lendemain, Émilie affronta son père seul à seul dans l'atelier. Il réparait un tracteur. Les mains noircies d'huile. Papa, souviens-toi quand tu m'apprenais à conduire le vélo ici. Tu disais que j'étais ta fierté. Il s'arrêta. Les yeux humides. Tu le hais toujours. Mais ça, c'est contre nature. Émilie insista, la nature, c'est l'amour. Pas la haine. Pour la première fois, il sembla ébranlé. Mais il se reprit, l'Église dit autrement. Émilie sortit. Frustrée. Comment combattre des siècles de doctrine avec des mots? Puis vint le coup bas. Un voisin, informé par on ne sait qui, vint rendre visite. Monsieur Leclerc, un vieil ami de la famille, lança à Émilie, j'ai entendu des rumeurs. C'est vrai? Cette histoire avec une femme? Elle confirma. Tête haute. Il secoua la tête. Dans notre village? On n'accepte pas ça. Pense à la réputation de tes parents. Émilie bouillonna. La société rurale, avec ses commérages et ses normes rigides, ajoutait une couche de pression. Ce soir-là, elle pleura dans les bras de Sophie, doutant de sa force. Antoine, sentant la tension monter, proposa une médiation. Il organisa une réunion familiale. Assis autour de la table, chacun parla. La mère pleura, évoquant sa peur de l'enfer pour Émilie. Le père grogna son désaccord. Sophie défendit leur couple avec éloquence. Émilie, épuisée, lâcha, si vous ne pouvez pas m'accepter, alors je partirai. Mais sachez que c'est vous qui me perdez. Antoine, déchiré, resta neutre. La réunion s'acheva sans résolution, laissant des blessures ouvertes. Sophie rentra à Paris le dimanche, laissant Émilie seule à nouveau. Je t'aime. Mais je ne peux pas rester dans cette hostilité, dit-elle. Émilie comprit, aimer quelqu'un signifiait parfois le protéger de sa propre famille. Mais cette séparation temporaire l'arrangeait. Elle se promit de régler cela vite. Les jours suivants, Émilie explora ses options légales. En France, la loi protégeait contre la discrimination. Mais pour l'héritage, c'était compliqué. Elle appela un avocat ami de Sophie.
Tu peux contester. Mais ça détruira la famille. L'avertit-il. Émilie hésita. Était-ce le prix à payer pour la justice? Une nuit. Un cauchemar la réveilla, elle voyait la maison brûler. Sa famille dedans. Et elle impuissante dehors. Symbole de sa peur profonde, détruire ce qu'elle aimait pour être elle-même. Le matin, elle décida d'une nouvelle approche, le dialogue patient. Mais le destin en décida autrement. La 3e semaine apporta une trahison inattendue. Antoine, sous pression des parents, signa les papiers pour la maison. Émilie la prit par hasard, en trouvant les documents sur la table de la cuisine. « Comment as-tu pu » hurla-t-elle à son frère. Il bredouilla, « Ils m'ont forcé. » Pour les enfants. Tu comprends? Émilie vit rouge. Son propre sang la trahissait pour des biens matériels. Tu as choisi l'argent contre ta sœur. Accusa-t-elle. Antoine partit. Honteux. Mais irrémédiable. Ce choc la propulsa dans une spirale de doute. Émilie appela Sophie en pleurs. Peut-être que je devrais tout abandonner. Peut-être que je ne mérite pas cet amour. Sophie. Ferme, non. Tu mérites tout. Bats-toi pour nous. Inspirée. Émilie décida d'organiser une confrontation publique. Elle invita des amis LGBT de Paris au village pour une discussion ouverte sur l'acceptation. Les parents furent horrifiés. « Tu vas nous ridiculiser » s'exclama la mère. Mais Émilie tint bon. Le jour venu, une dizaine de personnes arrivèrent. Parmi elles, un prêtre progressiste qui parla de l'amour divin inclusif. Les villageois curieux s'approchèrent. Monsieur Leclerc débattait, mais poliment. Pour la première fois, Émilie vit une lueur d'espoir. Sa mère écouta, silencieuse. Son père grommela mais resta. Antoine, avec sa femme, observa de loin. Pourtant, la soirée tourna au vinaigre quand un groupe conservateur du village manifesta. Cris de « honte » et pancartes bibliques. Émilie affronta le leader. « Pourquoi haïssez-vous ce que vous ne comprenez pas ?» Il répondit « Parce que ça détruit la famille. » Émilie riposta « Non. C'est l'intolérance qui la détruit. » La police locale intervint, calmant les esprits. Mais l'événement marqua les esprits. De retour dans la remise, Émilie réfléchit. Avait-elle poussé trop loin? Sophie, au téléphone, la félicita, tu as planté une graine. Mais le prix, des menaces anonymes glissaient sous la porte. Par où regrette? La peur s'installa. Était-ce ça? La réalité des LGBT en province? Émilie confronta ses parents le lendemain. Voyez ce que votre rejet cause? La mère pleura, je t'aime. Mais je ne peux pas accepter ça. Émilie, touchée, répondit, l'amour vrai n'a pas de condition. Pour la première fois, sa mère sembla douter. Antoine, rongé par la culpa, vint s'excuser. J'ai signé, mais je peux annuler. Émilie hésita. Le pardon? Ou la justice? Elle choisit le dialogue, aide-moi à les convaincre. Antoine accepta, marquant un tournant. Les jours suivants, la famille tenta des thérapies informelles. Lecture commune sur l'homosexualité. Discussion tardive. Le père admetta ses peurs, j'ai grandi comme ça. Émilie partagea ses souffrances, j'ai caché qui j'étais pour vous. Des larmes coulèrent. Des barrières tombèrent. Mais Sophie manquait. Émilie décida de la faire revenir. Cette fois, pour de bon, Sophie accepta,
Mais avertie, si ça ne marche pas, on part ensemble. Émilie acquiesça, sachant que le choix approchait. La fin de la semaine apporta une surprise, la mère invita Sophie à dîner. Un geste timide, mais significatif. Autour de la table, des conversations hésitantes. Le père resta muet, mais ne partit pas. Antoine sourit. Émilie sentit un espoir fragile naître. La 4e semaine testa les limites. Le père, influencé par des amis conservateurs, annula les progrès. Pas de ça chez moi, déclara-t-il, interdisant Sophie. Émilie explosa, alors, je pars avec elle. La mère, déchirée, plaida, attends. Mais le père fut intransigeant. Émilie fit ses valises. Le cœur brisé. Sophie vint la chercher. En route pour Paris, Émilie pleura. J'ai tout perdu. Sophie, non. Tu m'as moi. Mais le vide persistait. À Paris, leur appartement semblait un refuge. Mais les appels manqués des parents hantaient Émilie. Antoine appela, papa regrette? Mais il était têtu. Émilie, et toi? Il avoua, j'ai refusé la maison. Elle est à nous tous. Un geste de rédemption? Émilie douta. Était-ce sincère? Ou calculé? De retour au travail, Émilie affronta les regards curieux. Ses collègues savaient, via les réseaux. Certains soutenaient, d'autres jugeaient. La société parisienne, plus ouverte, mais pas exempte de préjugés. Une étudiante lui confia, vous m'inspirez. Je suis bi. Émilie sourit, trouvant un sens à sa douleur. Pourtant, la nuit, les doutes assaillaient. Avait-elle sacrifié sa famille pour un amour? Sophie, sentant cela, organisa une surprise, une demande en mariage au jardin du Luxembourg. Épouse-moi. Et construisons notre famille. Émilie accepta. Larmes de joie. Mais le prix, l'absence des siens. Un appel de la mère changea tout. Reviens. Ton père est malade. Émilie hésita. Était-ce un piège? Sophie, vas-y. Je viens avec. Elles retournèrent à la ferme. Le père, alité, murmura, pardon. J'ai eu tort. Émilie pleura. Était-ce la fin des conflits? Mais la guérison fut lente. Discussion. Thérapie. Antoine aida, révélant ses propres doutes sur la tradition. La mère apprit, lisant des livres sur l'LGBT. Sophie gagna leur respect. Pourtant, un dernier test, le mariage. Émilie invita la famille. Le père accepta, à contre-cœur. La cérémonie, à Paris, fut émouvante. Voir ses parents là, maladroits mais présents, fut une victoire amère. La semaine s'acheva sur une note d'espoir prudent. Émilie savait que les cicatrices restaient. Mais l'amour avait triomphé. À quel prix? La 5e semaine scella les destins. De retour à la ferme pour finaliser l'héritage, Émilie découvrit un nouveau complot, le père, influencé par l'église locale, voulait tout léguer à une œuvre caritative plutôt qu'à une famille non traditionnelle. Furieuse, Émilie confronta, vous recommencez? Le père, c'est pour ton bien. Antoine, cette fois, se rebella, non. Papa, c'est injuste. La mère soutint, laisse-les vivre. Une alliance inattendue.
Le père, isolé, céda. La maison fut partagée équitablement. Émilie et Sophie s'installèrent partiellement à la ferme, rénovant la remise en atelier. Les villageois s'habituèrent. Certains même félicitèrent. Mais les blessures persistaient. Émilie luttait avec la dépression, consultant un thérapeute. Ai-je bien fait, se demandait-elle. Sophie, pilier, rappelait, oui. Tu as choisi l'authenticité. Antoine devint allié, organisant des événements inclusifs au village. La famille se reconstruisit, fragile mais réelle. Pourtant, un dernier twist, une cousine révéla un secret familial. Le grand-père avait été gay, caché toute sa vie. Cela expliquait la rigidité du père. Émilie comprit, la peur était héritée. Elle pardonna, mais n'oublia pas. Des années plus tard, Émilie écrivit un livre sur son histoire, inspirant d'autres. Mais au fond, elle se questionnait toujours. Avait-elle raison de forcer le changement, au risque de briser des liens? Ou aurait-elle dû accepter le rejet pour préserver la paix?